Bonjour à tous. Dans le cours précédent du jeudi dernier, on a étudié le cours sur les variations et les courbes représentatives des fonctions, la partie où euh, on a étudié le lien qu'il y a entre le signe d'une dérivée et sa fonction. Et on a conclu cette propriété très importante en analyse, qu'il y a une équivalence entre la monotonie ou la variation d'une fonction et le signe de sa dérivée. Si une fonction est croissante, alors dans un intervalle i, alors sa dérivée est positive dans cet intervalle. Si une fonction est décroissante dans un intervalle, alors la dérivée, elle est négative dans cet intervalle. Réciproquement, si la dérivée d'une fonction est positive sur un ensemble de valeurs d'un intervalle, alors dans cet intervalle, la fonction elle est croissante. Si la dérivée d'une fonction est négative sur un ensemble de valeurs d'un intervalle, alors dans cet intervalle, la fonction elle est décroissante. Donc, pour illustrer cette propriété, je vous avais laissé trois petits exercices que nous allons corriger maintenant. Donc, les exercices sont les suivants. Dans le premier exercice, on étudie un polynôme du second degré. Dans le deuxième exercice, c'est une fonction dans laquelle il y a un quotient. Et dans le troisième exercice, c'est un polynôme du troisième degré. Dans ces trois exercices, on pose la même question, les mêmes questions. La première question est de justifier que la fonction elle est dérivable et de déterminer la dérivée. La deuxième question est d'étudier le signe de la dérivée et nous allons voir qu'il y a différentes façons d'étudier le signe d'une dérivée. Tout dépend de la forme que celle-ci a. Et la troisième question, c'est l'étude donc de la variation, c'est pouvoir déduire de la variation d'une fonction à partir du signe de la dérivée. On passe à l'exercice 1. Dans cet exercice, soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale 5x carré moins 11x plus 12. Question 1. Justifier que f est dérivable sur R et déterminer sa fonction dérivée. Question 2. Étudier pour tout réel x le signe de f' de x. Question 3. En déduire les variations de la fonction f sur R. Donc, dans la question 1, ici, on remarque juste tout simplement que la fonction f est un polynôme du second degré et tous les polynômes du second degré sont dérivables sur R. Donc, cette fonction est bien dérivable sur R. Pour calculer sa dérivée, il suffit de calculer la dérivée de chaque monôme. 5x carré, sa dérivée, c'est 5 fois 2x. Moins 11x, sa dérivée, c'est moins 11 fois 1. Et 12, sa dérivée, c'est 0. Ce qui fait que f' de x est égal à 10x moins 11. On a répondu à la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, on demande d'étudier le signe de f'. F', ici, c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire qui a pour coefficient directeur 10, qui est une valeur positive. À partir de là, on va pouvoir étudier son signe. Il suffit d'étudier le signe d'une fonction linéaire. Pour cela, on résout l'équation f' de x égale 0. C'est une équation de premier degré que tu es censé savoir résoudre.
Donc, on envoie le moins 11 de l'autre côté de l'égalité, il devient 11. Et on isole x, on a x égale à 11 sur 10. Sa valeur décimale, c'est donc 1,1. On en déduit que f' de x est strictement négative pour x strictement inférieur à 1,1. La dérivée est strictement positive pour x strictement supérieur à 1,1 et l'image de la dérivée de 1,1 est égale à 0. 1,1 est la valeur qui annule la dérivée. À partir de là, on va pouvoir déduire des variations de cette fonction pour répondre à la troisième question. Pour cela, il suffit tout simplement de faire un tableau de variations. Dans ce tableau, nous avons que de moins l'infini à 1,1, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. De 1,1 jusqu'à plus l'infini, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. On a fini ainsi l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on a les mêmes questions. La seule chose qui change ici, c'est la fonction. Donc, pour répondre à la première question, on va se baser sur la forme de cette fonction. Cette fonction est donc de la forme 7 moins 10 fois 1 sur v de x. v de x étant ici égal à 5 moins x. C'est une fonction affine, elle est donc dérivable sur R. On en déduit qu'elle est dérivable sur R privé de moins 5. De plus, v de x doit absolument être différent de 0, car c'est un quotient, c'est au dénominateur d'un quotient, et on ne peut pas diviser par 0, ce qui fait que 5 est une valeur interdite pour cette fonction. On peut également déterminer la dérivée de cette fonction car on en aura besoin. Donc v' de x est égal à moins 1. Car la dérivée de 5 c'est 0, la dérivée de moins x c'est moins 1. On en déduit donc, d'après les théorèmes de variation, que la fonction h est dérivable sur R privé de 5 et sa dérivée est égale à h' de x égale à 0, car la dérivée de 7 c'est 0. Et ici, moins 10, c'est un quotient. Donc, c'est moins 10 fois la dérivée de 1 sur v. 1 sur v, on a une formule dans le tableau des dérivées à connaître par cœur. C'est une fonction de référence. C'est une dérivée de référence. 1 sur v, sa dérivée, c'est moins v' sur v carré. On remplace ici pour calculer. On remplace v' de x par moins 1, qui est la dérivée de v, et on remplace v de x ici par son expression ici, 5 moins x, et ici c'est v de x au carré, donc 5 moins x au carré. On calcule et on simplifie pour avoir ici moins 10 sur 5 moins x au carré. Voilà, on a fini la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, on demande d'étudier le signe de cette fonction. On remarque ici que cette fonction dérivée est un quotient. Au numérateur, on a une valeur strictement négative. Moins 10 est une valeur strictement négative. Au dénominateur, on a une expression au carré. Moins 5x, le tout au carré, c'est une expression au carré et on sait que 1 carré est toujours positif. C'est une expression avec des valeurs réelles, donc toujours positive.
Donc, on en déduit que la dérivée, elle est strictement positive pour toute valeur de x différent de 5, c'est-à-dire dans R privé de 5. On a répondu à la première et la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Dans la troisième question, ici, on nous demande d'étudier, de déduire les variations de la fonction. Pour déduire de ces variations, on va se baser sur l'étude de signes qu'on a fait de la dérivée. Alors, dans la question 1, on a calculé la dérivée. Dans la question 2, on a déterminé le signe de cette dérivée. Dans la question 3, on se base sur l'étude de signe de la dérivée pour déterminer les variations de la fonction. Et ici, comme la dérivée elle est positive pour toute valeur de x différent de 5, on déduit que la fonction est strictement décroissante sur les intervalles moins l'infini 5 exclu et 5 exclu plus l'infini. Dans ces deux intervalles, qui sont qui représentent l'ensemble de définitions de cette fonction, la fonction elle est strictement croissante. Et tout cela, on peut donc le représenter sur un tableau. Sur un tableau sur lequel, sur la première ligne, on représente les valeurs, les différentes valeurs de x. Sur la deuxième ligne, on représente sur la deuxième ligne, nous avons ici le signe de la dérivée, donc négative sur R privé de 5, et sur la troisième ligne, le sens de variation de la fonction, donc négative sur R privé de 5, strictement négative sur R privé de 5. On a fini cet exercice. On passe maintenant au troisième exercice. Dans le troisième exercice, c'est un polynôme du troisième degré. Donc, pour répondre à la première question, le fait que ça soit un polynôme est suffisant pour dire que c'est une fonction dérivable sur R, car tout polynôme est dérivable sur R. Pour calculer sa dérivée, on calcule la dérivée de chaque monôme. Donc, moins 2 tiers de x cube, sa dérivée c'est moins 2 tiers fois 3 fois x carré. 3x carré, sa dérivée c'est 3 fois 2 fois x. Et 56x, sa dérivée c'est 56 fois 1. Moins 24, sa dérivée c'est 0. On calcule et on obtient g' de x qui est égal à moins 2x carré plus 6x plus 56. On a répondu à la première question. On passe à la deuxième question qui est l'étude de la dérivée. Ici, on remarque que cette dérivée, c'est un polynôme du second degré avec pour coefficient a égale à moins 2, b égale à 6 et c égale à 56. Pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, on calcule le discriminant avec la formule delta égale b carré moins 4ac. On remplace, on calcule et on obtient 484 qui est une valeur positive. Le discriminant étant positif, on déduit que l'équation g' de x égale 0 admet deux solutions réelles, x1 et x2. On peut calculer ces deux solutions, ces deux racines, en utilisant les formules données ici. Moins b moins racine de a sur 2a et x2 égale moins b plus racine de a sur 2a. On remplace et on calcule. On obtient ici les valeurs exactes. La valeur exacte de x1, c'est 28 tiers. Et la valeur exacte de x2, c'est moins 16 tiers. À partir de là, on peut donc déterminer le tableau de signes de ce polynôme du second degré.
Sur la première ligne, on met les différentes valeurs particulières de x. On range les valeurs particulières dans cet ordre, moins l'infini, x2 qui est la valeur négative ici, et x1 qui est la valeur positive, et plus l'infini. Sur la deuxième colonne, la deuxième ligne, pardon, on va donc déterminer ici le signe de ce polynôme du second degré. On remarque ici que cette valeur moins 16 tiers annule la dérivée. Et la valeur 28 tiers annule la dérivée également. Et on sait que s'agissant d'un polynôme du second degré, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Ici, a est égal à moins 2. Son signe, c'est négatif. Donc, à l'extérieur des deux racines, on a le signe négatif, moins, et à l'intérieur de la racine, on a le signe contraire de a, donc positif. On a fini la deuxième question. On passe à la troisième question. Je rappelle qu'on a répondu à la première question en calculant la dérivée. La deuxième question, on a déterminé le signe de la dérivée en faisant le tableau de variation de signes d'un polynôme du second degré. Pour la troisième question, on va se servir de cette étude de signes pour déduire la variation. Dans l'intervalle moins l'infini moins 5 tiers, la dérivée est négative, donc la fonction est strictement décroissante. Dans l'intervalle moins 5 tiers à 9, moins 5,3 pardon, à 9,3, la dérivée est positive, donc la fonction est strictement croissante. Et enfin, sur l'intervalle 9,3 à plus l'infini, la dérivée est négative, donc la fonction est strictement décroissante. Et on peut représenter tout ça dans un tableau en complétant le tableau du signe de la partie variation. Donc ici, dérivée négative, fonction décroissante, dérivée positive, fonction croissante, et dérivée négative, fonction décroissante. Et on a fini à ce troisième exercice. On va donc continuer le chapitre et finir ce chapitre avec la deuxième partie de ce chapitre. Donc la deuxième partie de ce chapitre, c'est l'étude d'extrémum. Nombre dérivé en un extrémum tangente à la courbe représentative. On va voir qu'il y a un lien ici entre le nombre dérivé évalué à la valeur en laquelle un maximum ou un minimum est atteint. Donc pour faire cette étude, on avait commencé une activité, je rappelle ici. Dans cette activité, il y avait un problème de minimisation, d'optimisation. On voulait minimiser la bordure ici du bassin rectangulaire sur lequel un des côtés est un rocher. On sait que le bassin fait une surface de 80 mètres carrés et on veut donc étudier pour quelle longueur totale ici la bordure peut prendre au minimum. On a étudié cette question, on y a répondu en étudiant ici sur un tableur Excel, et on a trouvé, après étude, que le minimum est de 25,3 mètres. Il faut que la longueur totale du bordure soit égale à 25,3 mètres
pour qu'elle soit minimale. Et cette valeur correspond à une longueur L1 de 6,4 et une longueur L2 de 12,5. On va voir maintenant l'étude algébrique de cette activité. Dans la question 1, on nous demande de justifier que B, ici la fonction B, est une modélisation de ce problème. Dans la question 2, montrer qu'elle est dérivable et déterminer sa dérivée. Dans la question 3, étudier le signe de la dérivée. Et dans la question 4, déduire le sens de variation et déterminer le minimum de cette fonction. Donc, pour la première question, on a un bassin. Ici, X est une longueur, représente la longueur L1 qui est strictement supérieure à 0. Et pour la limiter, cette longueur, on la limite à 20 mètres. C'est pour ça que X est dans l'intervalle 0-20. 0 exclu, 20 inclus. Pour déterminer cette longueur totale, on l'a vu dans l'étude avec Excel, que cette longueur totale est égale à 2 fois la longueur L1 plus une seule fois la longueur L2, car c'est un rectangle. Et donc ici, on sait que L1 égale X. À partir de la surface totale du bassin, on déduit que L2 est égal à 80 divisé par L1, comme L1 égale X, donc L2 égale à 80 sur X. On remplace et on a donc bien que B de X est égal à 2X plus 80 sur X. C'est la fonction qui modélise ce problème et on va donc essayer de trouver le minimum de cette fonction. Dans la question 2, justifier que cette fonction est dérivable. Pour justifier qu'une fonction est dérivable, on se base sur sa forme. Ici, la fonction b de x est de la forme u plus v, avec u de x est égal à 2x et v de x est égal à 80 sur x. La fonction u de x est dérivable, car c'est une fonction linéaire. Toute fonction linéaire est dérivable sur R. Et sa dérivée, c'est donc elle est dérivable sur R, elle est donc dérivable sur I. Sa dérivée ici, c'est u' de x est égal à 2. La fonction v est dérivable elle aussi, car elle est de la forme 80 fois 1 sur x. 1 sur x est une fonction dérivable sur R privé de 0. Donc, elle est aussi dérivable sur i et sa dérivée, c'est moins 80 sur x carré. On se base sur la dérivée de 1 sur x qui est égale à moins 1 sur x carré. Comme il y a le coefficient 80, on multiplie aussi par 80. On en déduit donc que la fonction b est dérivable sur i et sa dérivée, b' de x est égale à u' de x plus v' de x. Je rappelle ici, la règle principale est que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. On remplace u' de x par sa valeur 2 et v' de x par moins 80 sur x carré. On calcule, on simplifie et on obtient 2 moins 80 sur x carré. On a fini la deuxième question, on passe à la troisième question. Dans la troisième question, on nous demande donc d'étudier le signe. On a vu que la dérivée ici est de la forme b moins 20
moins 80 sur x carré. Donc ici, on va d'abord résoudre l'équation b' de x égale 0. b' de x égale 0, on peut le résoudre tout simplement en appliquant les méthodes classiques de résolution d'une équation. Et on finit par tomber sur une équation du second degré du type x carré égale k. Les équations de ce type ont pour solution, si k est positif, x égale à racine de k et x égale moins racine de k. Ici, on a x carré égale 40. Donc, les solutions sont x égale moins racine de 40 et x égale racine de 40. À partir de là, on peut dresser le tableau. Et ici, c'est le tableau de signes d'un polynôme du second degré. C'est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc, on a donc ici à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire entre moins 6,3 et 6,3, la dérivée est négative. C'est pour ça qu'on a de 0 à 6,32. Ici, on a b' est négatif. On s'est restreint à l'intervalle 0,20. Donc, de 0 à 6,32, on est à l'intérieur des deux racines, donc négative. Ensuite, de 6,32 à 20, on est à l'extérieur des racines, donc c'est positif. Et on déduit le signe de on déduit la variation. Donc ici, de 0 à 6,32, la fonction est décroissante. Ensuite, de 6,32 à 20, la fonction est croissante. On a fini la troisième question, on passe maintenant à la quatrième question. Donc, dans cette quatrième question, on nous demande quelle est la valeur exacte de x pour laquelle la longueur totale de la bordure b de x est minimale. À quelle valeur b' de x correspond-elle? Pour cela, on va dresser le tableau de variation de la fonction en se basant sur l'étude de signes de sa dérivée. On déduit donc du tableau de variation de b de x que b de x est minimal en x égale à racine de 40 qui est égale à 6,32, pardon. Cette valeur minimale est donc atteinte est donc égale à b de racine de 40. On calcule b de racine de 40 et on trouve que c'est égal à 4 racine de 10 plus 40 sur racine de 10. Si vous simplifiez encore plus, vous allez trouver que b de racine de 40 est égal à 80 sur racine de 10. C'est la valeur exacte de cette valeur minimale. Ensuite, on remarque que b' de racine de 40 est égal à 0. C'est pour ça qu'on tire pour conclusion que si une fonction f admet un minimum local dans un intervalle i, en x0, alors la dérivée s'annule en cette valeur. Ça, c'est une propriété très importante et nous allons le voir dans le cours. Donc, sans plus tarder, on commence le cours. Nombre dérivé extrémum locaux. Définition, minimum local et extrémum local. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, on dit que f admet un minimum local en x0
s'il existe un intervalle ouvert J inclus dans I contenant x0 tel que pour tout x appartenant à J, f de x est supérieur ou égal à f', pour tout x appartenant à J, f de x est supérieur ou égal à f de x0. On dit aussi que f admet un minimum local en x0 s'il existe un intervalle ouvert J inclus dans I contenant x0 tel que pour tout x de J, f de x est inférieur à f de x0. Un minimum ou un maximum local est appelé extrémum local. Là, on a défini, il y a du vocabulaire à retenir. Minimum ou maximum, on dit extrémum. On a vu comme pour dire variation croissante ou décroissante, on peut dire monotone. Donc ici, minimum ou maximum local, on dit directement extrémum local. Donc pour comprendre cette définition, on va faire un petit exemple. Soit f une fonction définie sur un intervalle moins 8 à 7, dont voici le tableau de variation. Dans ce tableau de variation, qu'est-ce qu'on lit? On lit que de moins 8 à 4, la fonction elle est décroissante puis croissante. Donc elle admet un minimum local ici. Le minimum local dans l'intervalle moins 8, 4, c'est moins 2 et ce minimum est atteint en moins 1. On remarque aussi que dans l'intervalle moins 1, 7, la fonction elle est croissante puis décroissante. On déduit donc qu'il y a un maximum local. Le maximum local ici c'est 6 et il est atteint en 4, en x0 égale 4. Donc, on peut écrire que d'après le tableau de variation, f de x est supérieur ou égal à f de 1 pour toute valeur de x appartenant à l'intervalle moins 8, 4. Donc, la fonction admet un minimum local en moins 1 qui vaut moins 2. On a aussi un autre minimum ici en 7, car f de 7 est égal à moins 5. Et on remarque aussi que toutes les valeurs f de x sont supérieures dans l'intervalle moins 8, 7 à moins 5. Voilà un petit exemple qui illustre très bien cette définition. On passe à la suite. Définition dérivée et extrémum local. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i, soit x0 un réel appartenant à i. Si f admet un extrémum local en x0, alors f' de x0 est égal à 0. Ça reprend. Cette définition reprend directement la conclusion qu'on a tirée de l'activité. S'il y a un minimum local dans un intervalle, alors la dérivée s'annule en ce minimum local. On va aussi faire un petit exemple pour comprendre cela. Pour cela, on considère un polynôme du second degré général, ax carré plus bx plus c. On sait que f admet un extrémum en x0 égale à alpha qui est égal à moins b sur 2a. On sait que alpha, c'est l'abscisse du sommet de la parabole. Or, f est dérivable sur r, et pour tout x, on a f' de x est égal à 2ax plus b. Et on a en effet que si on calcule f' de x0, on remplace x0 par moins b sur 2a, on calcule et on trouve bien 0.
Donc ici, on a pris un exemple d'une fonction polynôme du second degré général et on a bien que au sommet de la parabole, la dérivée, elle est nulle, elle est égale à 0. On passe à la suite. Propriété, caractérisation d'un extrémum. Soit f, une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I, du type intervalle borne A et B, et soit x0 un réel appartenant à I. Si f' de x0 égale 0, et si f change de signe en x0, on dit que f s'annule en changeant de signe en x0. Alors, f admet un extrémum local en x0. On a vu que par définition, s'il y a un extrémum local, alors la dérivée s'annule. Ici, la propriété nous donne une condition nécessaire. Une condition nécessaire pour déterminer que c'est un extrémum. On vérifie deux choses. On vérifie que la dérivée s'annule et que f' s'annule en changeant de signe en x0. Si ces deux points sont vérifiés, on peut dire alors que x0 est une valeur pour laquelle la fonction admet un minimum local. Et donc, on retient que f admet un minimum local en x0 si f' de x s'annule en x0 et change de valeur. Ici, par exemple, on a avant x0, c'est négatif, après x0, c'est positif. La dérivée change de signe en s'annulant sur x0. La même chose ici pour le maximum. La dérivée change de signe en s'annulant sur x0. Et on note tout ça par un moyen mnémotechnique pour bien retenir tout ça. On a ici f admet un minimum local en x0. On remarque ici qu'il y a un changement. La fonction, elle est décroissante puis croissante. Donc, c'est un minimum local en x0 ici. Et en x0, la dérivée s'annule. On remarque pareil ici pour le maximum. La fonction, elle est d'abord croissante, puis décroissante. La dérivée change de signe en s'annulant sur x0. Donc, il y a un maximum local ici. On a fini ce cours et ce chapitre. On va faire un petit exemple. Soyez attentifs et suivez très bien cet exemple car à la fin, je vais vous donner un exercice du même type, du même genre que l'exemple qu'on va traiter ensemble. Donc, résoudre un problème d'optimisation. Dans un carré ABCD de 5 cm de côté et partagé, ce carré est partagé par deux carrés bleus AMOP et OQCN suivant le schéma ci-contre. Le point P sur le segment AD est l'image de M par rotation de centre A et d'angle 90 degrés. On a fait une rotation, le point M ici, il est venu ici, une rotation de 90 degrés, c'est une rotation de pi, pi sur 2 ici. On pose AM égale x. Cette distance ici, AM, on dit que c'est une distance de x. On cherche à déterminer la position du point M du segment AB pour laquelle l'aire du domaine bleu ici soit minimale. On cherche à déterminer pour quelle valeur de x l'aire bleue ici sera minimale. Pour cela, on va répondre à 4 questions. Première question, à quel intervalle I appartient
le réel x. Question 2. Soit g de x, l'aire du domaine en bleu, en fonction de x. Montrer que pour tout réel x de i, on a g de x est égal à 2x carré moins 10x plus 25. Ici, c'est la fonction qui modélise le problème. Dans la question 3, justifier que la fonction g est dérivable sur i et déterminer la dérivée. Question 4, en déduire les variations de g sur i et la valeur de x pour laquelle l'aire est minimale. On passe, pour répondre à ces 4 questions, je vous donne 2 petits conseils ici. Le premier, c'est qu'il faut comprendre que M est un point variable sur la figure. Il faut identifier toutes ces positions possibles afin de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction R que l'on va étudier dans la suite du problème. Deuxième indication, c'est comment on calcule le carré connaissant le côté, c'est côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. On passe à la question 1. Pour la question 1, regardez bien ici, le point M, c'est un point mobile. Je peux le placer vers A comme je peux le placer vers B. Au minimum, je peux le placer sur le point A. Si je place le point M sur le point A, la distance, c'est 0. La distance AM, elle est nulle. Si je place le point M sur le point B, la distance AM, elle est donc égale à 50. Donc, au minimum, la distance AM est nulle et au maximum, elle est égale à 5. C'est pour ça que M est un point du segment AB, donc AM est inférieur à AB, donc X inférieur à 5, donc X appartient à l'intervalle 0, 5. On a donc I égale à l'intervalle fermé 0, 5. Car au minimum, la valeur de X est égale à 0 et au maximum, la valeur de X est supérieure à 0 et est égale à 5 et ne dépasse pas 5. Question 2. L'aire du domaine bleu est égale à la somme de l'aire du carré AMOP et de l'aire du carré OQCN. Le domaine bleu, ce sont 2 carrés. Le carré AMOP et le carré ici OQCN. Donc, il suffit d'additionner ces 2 aires. On additionne les 2 aires et on a l'aire du carré. Comme AM égale X et que c'est un carré, donc AM est égal à AP. Les 2 valeurs valent X. Donc, le carré AMOP est égal à X au carré. Côté fois côté. X fois X égale X carré. Ensuite, le triangle, le carré OQCN, quelle est sa distance? Sa distance ici, c'est la distance de AB moins la distance de AM, ce qui fait 5 moins X, car AD égale à X, AD égale 5, et AP est égal à X. Donc, c'est égal à 5 moins X. Donc, c'est un carré de côté 5 moins X. Pour calculer l'aire, on fait côté fois côté. Donc, 5 moins X au carré. Ensuite, pour déterminer G de X, il suffit de faire la somme des 2 carrés. Donc, X carré plus 5 moins X au carré. On développe, on réduit et on a la fonction qui est demandée ici, 2x carré moins 10x plus 25. On a répondu à la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Pour la troisième question, est-ce que cette fonction est dérivable? Oui, car c'est un polynôme du second degré. Tous les polynômes du second degré sont dérivables sur R,
puisqu'elle est dérivable sur R, elle est automatiquement dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour calculer sa dérivée, il suffit de calculer la dérivée de chaque monome. La dérivée de 2x carré, c'est 2 fois 2x. La dérivée de moins 10x, c'est moins 10 fois 1. Et la dérivée de 25, c'est 0. On calcule et on a la dérivée, c'est 4x moins 10. On passe maintenant à la quatrième question. Je récapitule. On a répondu à la première question en déterminant et en remarquant que x appartient à l'intervalle 0,5. On a répondu à la deuxième question en sommant les deux aires ici colorées en bleu. Et à la troisième question, on a justifié que c'est un polynôme, donc dérivable, et on a calculé la dérivée. On passe maintenant à la quatrième question qui est de déduire la variation de G et d'en déterminer le minimum. On pose donc G' de x est égal à 0. On calcule, c'est une fonction affine, c'est une équation du premier degré, très simple à calculer. Et on a la racine, c'est 5 demi. On déduit donc que la fonction G' de x est strictement positive pour x supérieur ou égal à 5 demi et elle est négative pour x strictement inférieur à 5 demi. À partir de là, on peut directement tracer le tableau de variation ici. De moins l'infini à 5 demi, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. De 5 demi à plus l'infini, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Ensuite, ici, on calcule le minimum. Le minimum, on le calcule en faisant G de 5 demi. Vous remplacez G de 5 demi, vous calculez, vous trouvez 25 demi. Et donc, on revient sur le problème pour répondre à la question. Quelle est la valeur ici? On voit bien que 25 demi, c'est le minimum de cette fonction, car la dérivée, elle s'annule en 5 demi en changeant de signe. Elle est négative avant 5 demi et positive après 5 demi. Donc, ici, c'est un minimum local. 25 demi, c'est un minimum local. C'est le minimum local. Ici même, c'est un minimum global de cette fonction. Donc, par rapport à notre problème donné, ainsi, l'aire du domaine grisé, l'aire du domaine bleu ici, est minimale lorsque x est égal à 5 demi. Ici, c'est-à-dire la moitié, 5 divisé par 2, c'est m devra être au milieu ici, dans le milieu du segment AB, car AB mesure 5 demi, donc c'est le milieu, c'est-à-dire lorsque M est le milieu du segment AB. Voilà, on a fini cet exercice. Je vous invite à faire ces deux exercices et à me les rendre avant jeudi, j'insiste, avant jeudi. Jeudi, on fera la correction de ces deux exercices. L'exercice 1, l'exercice 4, déterminer deux nombres réels non nuls tels que leur produit soit minimal, sachant que leur différence est égale à 100. Question 5. Avec une feuille en carton de 20 cm par 30 cm, on cherche à construire une boîte sans couvercle. La question à répondre ici, c'est quelle valeur doit-on prendre pour x afin que le volume de la boîte ainsi formée soit minimal? Donc, à vos stylos, à vos crayons, à vos cahiers, faites cet exercice avant jeudi. Jeudi, on en fera la correction. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à le revoir plusieurs fois, à faire des pauses quand il le faut et à le partager pour en faire profiter un maximum d'élèves
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, je peux y répondre même en retard. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, de 13 heures à 15 heures. Au revoir et à bientôt.